Jean-Marie Annony, le 25 août dernier, vous avez fait vos adieux à vos collègues et vos étudiantes et étudiants. Est-ce que vous aviez le cœur lourd ou le cœur léger? J'avais le cœur heureux. J'avais le cœur plutôt léger. J'avais le sentiment d'une activité que j'avais pu mener, d'un travail qui avait pu se terminer, et puis une belle fête. Et puis le cœur léger parce que pour l'instant le futur est ouvert. Il y a certains points qui sont encore qui sont là, et il y a beaucoup de points qui sont encore ouverts. Donc léger, je dirais quand même. Et c'était une leçon d'adieu où vos collègues ont préparé des vidéos pour vous remercier et aussi pour vous qualifier, pour dire quel genre de personne vous êtes. Et le mot qui ressortait le plus, c'était humain. Jean-Marie Annony est humain. Est-ce que cela vous a touché? Alors, oui, parce que ça m'a touché. Quand j'ai fait à la fin, j'ai fait une présentation moi, et puis j'ai refait un peu, j'ai restitué un peu mon parcours en neurologie et en neurosciences. Et finalement, je me suis aperçu depuis 1981, quand j'ai fini mes études de médecine, puis j'ai commencé à travailler, c'est quelque chose qui est revenu. Donc, et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de plaisir à avoir le contact avec les gens que je soigne, et puis avec les étudiants, avec les élèves, avec les collègues. Donc ça c'est vrai, l'aspect humain est un aspect assez fort. Il y a l'aspect humain et l'aspect distrait, c'est les deux choses qui ressortent le plus. Oui, on vous a qualifié un peu de professeur tournesol, vous êtes apparemment assez maladroit, distrait. Oui, ça a toujours été effectivement. Après, ça dépend. Quand je suis je suis un peu monotage, donc quand je suis dans quelque chose de précis, je reste assez précis effectivement, et je suis concentré. Mais sinon, effectivement, il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête, et donc parfois je réponds à côté. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Au niveau des cours, je pense aussi parfois où tout à coup je passe un peu du coq à l'âne des fois. Quelque chose qui arrive, ouais. Mais c'est un chaos propice à la créativité? Alors, oui, il faut trouver le bon équilibre. Hein. Moi, je suis assez... oui, je pense que la créativité, c'est quelque chose qui est là. On a été assez créatifs dans notre groupe. Mais c'est effectivement... l'important, c'est quand même de garder une ligne de conduite précise et un but final. Effectivement, après, ça peut être un peu chaotique sur le chemin. Il peut y avoir des cailloux, justement, ou des virages. Mais le but final doit être clair, effectivement. Et si on remonte un peu le fil de votre vie, est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a décidé à étudier la médecine? Est-ce que c'est une vocation? Je pense oui quand même. J'étais à l'école, je me souviens très bien parce que on se promenait avec mon père et puis on discutait de ça. Et puis bon, moi j'avais fait les formations scientifiques, j'aimais bien aussi ce qui était la physique, tout cet aspect, les maths. Et puis alors il y avait deux médecins dans la famille un peu élargie comme ça, mais je me suis dit, mais j'aimerais bien mettre cet aspect scientifique au service en tout cas des thérapies, au service de la santé, et c'est ce qui m'a décidé à faire la médecine. Oui. Ça c'est. Alors, je l'ai eu assez rapidement cette vocation, et puis deux, une fois que j'ai terminé les études, j'avais des intérêts assez ouverts là aussi. Je me posais la question si faire médecine générale et puis peu à peu la neurologie et les neurosciences se sont imposées assez clairement à moi, parce que c'est une branche à la fois scientifique, à la fois humaine, avec assez variée et puis en pleine expansion. Et donc vous avez été chercheur, professeur, vous avez travaillé en clinique. Comment vous avez réussi à conjuguer les deux? Est-ce que c'était parfois un handicap, ou les trois, pardon, c'était un handicap ou au contraire l'un et l'autre s'alimentaient? Alors moi je défends le principe du clinicien-chercheur.
hein, de clinical neuroscientist, comme disent les anglophones. Je sais que c'est une voie qui est pas toujours facile à garder, et peut-être que ça va disparaître, je ne sais pas, mais ça enrichit énormément et notre activité clinique et notre activité de recherche. Ce que je vois dans mon activité clinique quotidienne me donne des idées pour ma recherche, et les résultats de ma recherche, la méthodologie de ma recherche m'aide aussi pour réfléchir avec les patients, parce qu'on réfléchit avec les personnes, on ne réfléchit pas sur les personnes. Donc moi je défends beaucoup cette chose-là. Ça c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est que la vie est plus belle quand elle est variée. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a de plus varié que travailler avec des personnes en clinique, travailler avec des étudiants en enseignement et travailler avec des collègues en recherche. C'est magnifique. Je veux dire qu'on a une chance, moi j'ai eu une chance incroyable pour ça. Et c'est possible de tout mettre dans des semaines de 42h30? Non, ça c'est vrai. Ça demandait pas mal de sacrifices de la part de mon entourage, en particulier la famille. Mais ceci dit, je pense moi j'ai pas réussi. Mais après, je pense qu'on doit faire des choix et peut-être qu'on arrive à intégrer ça de manière un peu plus... en diminuant un peu la charge de travail qu'on s'impose au début, effectivement, qui est quand même qui est plutôt le double qu'au départ. Et émotionnellement, c'était facile de compartimenter. J'imagine qu'il y a des moments cliniques où vous vivez des moments dramatiques et ensuite passer à l'enseignement peut-être juste en enlevant la blouse. Ça ne doit pas toujours être facile. Alors, ce que j'ai trouvé utile pour moi, on dit qu'il y a deux maisons perd son âme. C'est pas vrai. Moi, j'avais mon bureau à l'hôpital, j'avais mon activité clinique, et puis on avait le laboratoire et la partie plus enseignement à l'université. Et le fait qu'il y ait deux endroits, pour moi, ça m'a aidé, ça m'a structuré un peu la pensée. Quand est-ce que j'étais plutôt en clinique et quand j'étais plutôt dans une activité justement plus universitaire, si je m'appelle. Donc ça a bien été. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, pendant l'enseignement, non, quand on enseigne, on est en plein avec les étudiants. Par contre, quand on est en recherche, tout à coup, on réfléchit sur un point, puis il y a des personnes qu'on a laissées à l'hôpital, et puis on se dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc des fois, ça vient parfois polluer, parfois enrichir le travail clinique à part. Ce n'est pas totalement hermétique entre chaque activité. Non, c'est pas totalement hermétique. Et quel a été votre rapport avec vos étudiants durant toutes ces années? Est-ce que ce rapport a évolué? Est-ce que les étudiants eux-mêmes ont évolué? Ou vous aussi dans votre enseignement? Alors, mon aspect un peu chaotique se retrouvait parfois dans les cours, et j'ai beaucoup de sympathie et d'estime pour les étudiants qui ont réussi à suivre mes cours. Je dirais que, par contre, l'énergie et puis l'urgence de transmettre, je pense que là, elle était présente toujours. Puis moi, j'aime bien les histoires, donc je raconte des histoires. Et ça, je l'ai gardé jusqu'à la fin. Après, quand je suis arrivé ici, j'ai développé finalement la première partie de l'enseignement à Genève, à Lausanne. Puis quand je suis arrivé ici, j'avais une structure, un projet d'enseigner la neurologie d'une certaine manière, et j'ai pu le mettre sur pied. Donc il y a eu une évolution, pas tellement dans la forme, mais peut-être plus dans le fond. Ce qui m'a toujours touché, c'est quand je retournais soit à Genève, soit à Lausanne depuis ici, puis je rencontrais des médecins, jeunes médecins, que ce soit, alors ça arrivait soit à l'hôpital, soit dans les bistrots, et ils m'ont toujours dit, ça nous donnait envie de faire ce travail. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi. Après, il y a d'autres choses que je n'ai pas réussi. Mais dont vous ne voulez pas parler. Alors, je pense que ce que j'ai moins réussi, c'est justement peut-être donner
une métavision de mon enseignement et de la neurologie. Ça, c'est une première chose. Ceci dit, je me suis aperçu que les gens, à la fin des cours de neurologie, souvent ils me disaient une fois qu'on a fini, les choses se sont mises en place naturellement. Et puis l'autre point que j'aurais peut-être aimé plus développer à Fribourg, c'est l'intégration de la neurologie avec la médecine générale, vu que c'était un des aspects qui est la force de Fribourg. Par contre, l'intégration des sciences et de la clinique, ça j'essaye de le faire. Et c'est un succès? Oui, j'espère. Je le saurai dans 10 ans quand je reverrai les gens. Et la médecine a fait énormément de progrès. Enfin, il y a aussi toute, j'imagine, la panoplie technologique qui l'accompagne pour poser les diagnostics, pour soigner. Est-ce que c'est dur de garder le rythme? Il faut toujours être à la page, en fait. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne m'a pas gêné maintenant d'arrêter, parce que je remarque que j'ai un peu plus de peine à garder le rythme. Il y a d'autres personnes qui arrivent mieux à le garder, mais moi j'ai un peu plus de peine maintenant, à 66 ans. Et ce qui est difficile probablement, c'est d'éviter de se surcharger. On dit que le degré de connaissance double tous les 3 ans. Donc c'est impossible de savoir. Donc il faut faire des choix. Alors par contre, la technologie nous aide pas mal parce que les processus décisionnels, les informations, on peut se faire aider maintenant par la technologie. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'utile. Il y a certains aspects très cliniques, diagnostiques dont on avait besoin avant, qui maintenant sont moins fondamentaux ou moins urgents parce qu'on a l'imagerie, on a les biomarqueurs, enfin un certain nombre de choses qui nous aident dans les processus décisionnels pour les diagnostics. Pour les thérapeutiques, les choses n'ont pas changé, c'est les choix des thérapies ou des non-thérapies doivent se faire après avoir tout analysé et doivent se faire avec la personne qu'on a en face, dans la mesure du possible. Oui. Quoi qu'il en soit, l'heure de la retraite a sonné. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus de votre vie professionnelle? Tout. Tout dans le sens, le travail clinique, les heures passées aux urgences. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste des urgences, mais j'ai beaucoup appris en travaillant aux urgences. Les discussions avec les étudiants, les réflexions avec les chercheurs. Donc, tout va manquer, mais je pense que c'est des choses qui vont rester. Je pense qu'il va y avoir encore quelques moments où je vais avoir ce plaisir. Et puis, ça va être supplanté par d'autres activités, que ce soit en famille, parce que là on a un projet de voyage, chose que j'ai jamais fait ces derniers temps en famille, avec des autres collègues, par exemple la commission d'éthique, je vais continuer le travail à la commission d'éthique sur la recherche avec l'équipe du professeur Sprumont à Lausanne, et ça c'est un projet magnifique aussi. Et puis aussi d'autres projets que je vais encore attendre 2-3 mois avant de valider ou pas, que ce soit en musique ou que ce soit peut-être quand même en reprenant une petite activité autour de la neurologie. On a parlé de ce qui va vous manquer le plus, et qu'est-ce qui va vous manquer le moins? Alors, ce qui va manquer le moins, je pense que tout le monde dit la même chose, c'est l'aspect administratif. Parce qu'on n'est malheureusement pas formé pour être des administratifs, et donc c'est quelque chose qui est assez lourd. Et d'autre part, en médecine, l'aspect administratif, l'aspect lié aux nécessités assécurologiques, lié aussi au coût de la santé, parce que ce sont des choses
sont des vérités. C'est pas, on ne peut pas faire à moins dans notre réflexion. Ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que les 2 dernières années, le 30% de mon temps était lié à l'aspect administratif, ce qui est beaucoup par rapport à finalement recherche clinique. Plus l'aspect administratif hospitalier et clinique que l'aspect administratif de l'université, parce que l'aspect administratif de l'université, c'est aussi le fait de monter, de participer au développement de la faculté, donc c'est aussi des choses qui sont intéressantes. Merci Jean-Marie Annoni, on vous souhaite le meilleur des bons vents. Et puis, en tout cas, ce que j'ai dit toujours, j'étais heureux ici à l'université à Fribourg. On s'est tapé dessus, on a douté. C'était une belle période et je remercie l'environnement universitaire de Fribourg d'avoir eu ces années de joie et de passion.